Bonjour tout le monde, bonjour les amis, bonjour, bienvenue. Comment tu vas? Comment ils vont? Merci Cluster One pour ton resub. Merci Krisk, Antoulm, Tib77. Merci beaucoup pour vos abonnements. Bien le bonjour, un petit stream détente en ce mercredi après-midi, alors qu'il y a une motion de censure qui est en train d'être discutée à l'Assemblée nationale, mais c'est une motion de censure qui n'a aucune chance d'être adoptée de toutes les manières. Donc, je me suis épargné ça pour aujourd'hui. Je suis pas encore assez en forme pour reprendre les streams Parlement. On verra la semaine prochaine. Je regardais la vidéo de la commission d'enquête sur les effets de TikTok sur la jeunesse. Ouais, j'ai vu qu'il y avait Hugo Décrypte qui était auditionné aujourd'hui par la commission d'enquête sur les effets de TikTok sur les jeunes. J'ai vu ça, j'ai bien vu ça. Toum toum toum. Ouais, je sais pas, j'ai pas écouté l'audition d'Hugo. Est-ce que Hugo est le mieux placé pour parler de ce sujet? Oui, sans doute, en fait, peu importe. Moi, je suis pour que les commissions d'enquête auditionnent beaucoup de gens différents les uns des autres, y compris des praticiens, quoi. En l'occurrence, lui, il travaille entre autres sur TikTok, donc c'est intéressant quand même de l'écouter. Sur comment on travaille, quoi. Euh, Prends soin de toi et fais-toi plaisir en streamant, c'est le plus important. Merci Coconut, c'est très sympa de ta part. Il en fait partie tout de même. Oui, non, mais voilà, c'est ça, il fait partie de l'écosystème. Il fait partie de l'écosystème. Je trouve ça très bien qu'on interview, enfin qu'on auditionne, pardon, quelqu'un qui fait partie de l'écosystème TikTok, quoi. Dans le cadre d'une commission d'enquête sur les effets de TikTok sur les jeunes. Hmm. Je viens de la regarder et je trouvais pas les points mis en avant par Hugo très pertinents. Souvent presque en défense de TikTok, j'ai eu l'impression. Ah, peut-être que Hugo, il a peut-être peur que les députés, avec leurs gros doigts, ils fassent n'importe quoi, tu vois. Euh, Donc peut-être qu'il se retrouve de fait en défense de TikTok en disant aux députés, attendez, commencez pas à faire de la censure n'importe comment. Ça risque de servir à personne. En croyant bien faire, on peut mal faire. Il pleut chez vous? Oui, il pleuvait ce matin, ouais. Il pleuvait ce matin à Paris, mais là, ça va. Il y a plus d'eau sur les toits. Hmm. En fait, Hugo, il était vraiment sur l'écume des choses et a répété la même chose à chaque phrase. Ok. Soleil sur le stream. Ouais, il y a du soleil sur le stream. Vous êtes un rayon de soleil permanent. Question bête, est-ce qu'on sait pourquoi le PS vote contre la censure? Parce que c'est pas la temporalité qu'ils ont choisi, le PS. Ils ont dit, j'ai écouté tout à l'heure le discours de la députée socialiste qui disait on garde notre pouvoir de censure et on l'utilisera à la fin de l'année si si les promesses qui ont été faites en début de mandature de Bayrou n'ont pas été respectées. Et je vous rappelle qu'on ne peut pas voter contre une censure. Une motion de censure n'est pas soumise au vote contre, il n'est soumis qu'au vote pour. Il faut qu'il y ait 189 députés qui votent pour. 289, pardon. Ouais, 289 députés qui votent pour une motion de censure pour qu'elle soit adoptée. Il n'y a pas de vote contre, il n'y a que des abstentions. Est-ce qu'on a des news du congrès du PS? Non. Non, il n'y en a pas. Je t'avoue que je ne vais pas en chercher non plus beaucoup parce que ça ne me passionne pas plus que ça. Mais j'ai vu que Boris Vallaud avait annoncé qu'il allait voter pour Olivier Faure à la tête du parti. Ce qui n'est pas très surprenant, hein, entre Boris Vallaud et... Enfin, Boris Vallaud, il est plus proche d'Olivier Faure que de Nicolas Maillard-Rossignol, donc c'est pas très étonnant. Après, la question, c'est est-ce qu'il va être suivi par ses électeurs, quoi? Est-ce que les électeurs socialistes vont majoritairement voter pour Olivier Faure? C'est pas certain, hein. Hmm. Est-ce que tu inviterais Glucksmann dans Backseat? Bah bien sûr, pourquoi je l'inviterais pas? Nous, vous savez, on invite des gens pas parce qu'ils nous plaisent, hein, on invite des gens parce qu'ils font l'actu. C'est ça notre boussole, ça l'a toujours été, ça le restera toujours. Mais là, pour l'instant, l'actu de Glucksmann, je la connais pas. Hmm. Ça sera à nouveau serré, à mon avis.
Moi, je suis d'accord avec toi. À mon avis, ça va être encore assez serré pas Raphaël Glucksmann, mais Olivier Faure et, et Nicolas Maillard-Rossignol. Parce qu'en fait, en gros, hein, pour ceux qui ont raté, Nicolas Maillard-Rossignol a fait 40%, Olivier Faure a fait 40%, un tout petit peu plus, et, Boris Vallaud a fait les 20% restants. À peu près. Voilà, c'est à peu près les grandes marges, vous voyez. Donc, quand on dit que Boris Vallaud se rallie à Olivier Faure, on peut être amené à penser que les électeurs de Boris Vallaud vont tous. Et donc, il suffit d'ajouter les scores. Et donc, on a un Olivier Faure qui va gagner avec 60%, quoi. Sauf qu'en fait, il y a moyen qu'il y ait des électeurs qui aient voté au premier tour pour Boris Vallaud parce qu'ils voulaient pas voter Olivier Faure et qu'ils ont toujours pas envie de voter Olivier Faure, hein. Hmm. Est-ce que Faure avantagerait le centre et est-ce que NMR avantagerait LFI pour l'après? Non. Non, c'est plutôt l'inverse. Olivier Faure, il est pour l'union. Olivier Faure, il a fait des unions que sont la NUPES et le NFP avec la France Insoumise. Alors que Nicolas Maillard-Rossignol ne veut pas entendre parler de ça. Nicolas Maillard-Rossignol, il est très proche de Raphaël Glucksmann, par exemple. Hmm. C'est pas Olivier Faure qui disait avec les adhérents période NUPES, je vais gagner le congrès? C'est pas lui qui le disait, c'est moi qui le disais pour lui. Bon, il y en avait d'autres, hein, d'ailleurs qui le disaient. Mais c'est pas encore fait, hein. C'est pour ça que je vous dis que moi j'ai des doutes. Il y a des gens qui disent non mais c'est bon, c'est plié, c'est Olivier Faure qui va être réélu. Peut-être qu'ils ont raison, peut-être que voilà, mais peut-être qu'ils ont tort aussi. Peut-être que ça va être surprenant, peut-être qu'on peut avoir une surprise de dernière minute, peut-être qu'on peut avoir un Nicolas Maillard-Rossignol qui gagne sur le fil. On peut vraiment être surpris, hein. Salut Mep. On sait combien de temps ça dure le congrès? euh... Bah non mais c'est en cours le congrès, hein. C'est les votes qui sont en train d'avoir lieu, hein. C'est qui l'invité de demain? C'est toujours écrit sur les réseaux sociaux de Backseat. Depuis la première saison, ça a toujours été à cet endroit-là qu'il y avait les informations. En l'occurrence, demain, c'est Antoine Léaumont, le député insoumis. Euh, Pour parler de quel sujet? Pour parler du rapport qu'il remet. Cette semaine, enfin vendredi pour être précis, Antoine Léaumont remet un rapport sur la commission d'enquête parlementaire dont il est le rapporteur sur les conditions d'organisation des élections. Vous savez, Pierre-Édouard Stérin, tout ça, tout ça. Ben voilà. C'est pour ça qu'on l'a invité dans Backseat. Les élections, c'est surfait. Mais de toute façon, ça sert à rien, les élections. Moi, j'ai écouté Vladimir Poutine, hein, je suis d'accord avec lui, ça sert à rien, les élections. Et du coup, les 40% de Nicolas Maillard-Rossignol, ils vont faire l'union avec tout le monde s'il perd? C'est-à-dire? Non, au sein du Parti socialiste, il y a un parlement, ok, qui s'appelle le Conseil national du Parti socialiste. Dans ce parlement siègent des délégués qui ont été élus, là, à l'occasion du vote sur les textes d'orientation. Alors, est-ce que l'élection des délégués se fait au moment du vote sur les textes d'orientation ou est-ce qu'ils se font après? Je sais plus. Et donc, c'est au sein de ce Parlement que vous avez 40% pour Nicolas Maillard-Rossignol, 40% pour Olivier Faure et 18-20% pour Boris Vallaud. Euh, Donc ça c'est déjà fait. Et c'est ce Parlement qui dirige le parti. Et à la tête du parti, il y a le premier secrétaire qui est élu la semaine prochaine.
Les gens qui votent pour Maillard-Rossignol, pourquoi ils ne prennent pas leur carte chez les Républicains? Putain. Je sais que vous le faites exprès, hein. Il y a du vote électronique en France. Alors, ça dépend ce que tu appelles le vote électronique. Il y a des machines à voter, ça existe en France dans quelques départements, dans quelques communes, notamment dans les Hauts-de-Seine. Et il y a aussi du vote par Internet, ça existe. C'est drôle comme titre, premier secrétaire, par contre, je trouve. Bah oui, parce que c'est les secrétariats. Ça, c'est l'histoire de la gauche, hein. Les partis historiques comme le Parti socialiste, le Parti communiste et tout, ils ont des secrétaires généraux, secrétaires nationaux, secrétaires délégués, etc. Ça, c'est une organisation typique à gauche. Le vote par Internet pour les Français de l'étranger. Exactement. Alors ça, c'est le vote par Internet. Ça existe pour les Français de l'étranger. Ça existe aussi pour les élections étudiantes. Ça existe aussi pour les élections professionnelles. Dans certaines entreprises, dans beaucoup d'entreprises, les votes se font par Internet. Hum. Seulement pour les législatives, mais ça marche une fois sur deux. Pour les élections des Français de l'étranger, ouais, à chaque fois, il y a des rushs. Il y a beaucoup de Français de l'étranger qui veulent voter et du coup, parfois, il y a des embouteillages et les serveurs n'arrivent pas à tenir. C'est du DDoS. C'est du DDoS sur les serveurs. Hmm. Est-ce que vous envisagez d'inviter à Backseat le président d'une commission d'enquête? Bah, on a mieux, on a le rapporteur. Pourquoi tu veux un président de commission d'enquête? N'importe lequel? N'importe quelle commission d'enquête? Bah, je sais pas, il y en a beaucoup. Est-ce que vous pouvez voter par correspondance en France? Non, ça n'existe pas le vote par correspondance en France. Ça existe dans certains pays, dans beaucoup de pays d'ailleurs, hein, ça existe, mais pas en France. C'est quoi la différence entre un président et un rapporteur d'une commission? Le président, il va animer les travaux, il va présider les réunions, et le rapporteur va s'occuper de la rédaction du rapport final et des propositions qui sont issues des travaux. Commission d'enquête sur la triche au quiz à la con. Est-ce que les Français de l'étranger peuvent pas voter par correspondance? Non, je crois pas. Non, non. J'ai un doute, t'es en train de me foutre un doute, mais je crois pas, hein. Je crois qu'il y a que le vote par Internet ou alors le vote à l'ambassade. Il faut se rendre à l'ambassade ou au consulat. Hmm. Est-ce qu'on peut voter depuis l'ISS? Seulement si t'es français de l'étranger et que t'as une bonne connexion Internet. Hmm. Je vote dans un lycée à Londres. Dans un des lycées français de Londres? T'habites à Londres? Bah oui, je crois que ça fait bureau de vote. C'est comme chez nous, hein, on utilise les écoles primaires, maternelles, les collèges, les lycées pour faire des bureaux de vote. Et ben c'est pareil à l'étranger quand il y a beaucoup de Français. En l'occurrence, Londres, je crois qu'il y a plusieurs centaines de milliers de Français qui habitent à Londres. Plusieurs centaines de milliers. Donc t'as intérêt à avoir des bureaux de vote, effectivement. À Bruxelles, on vote dans un centre des congrès. Ah ouais? C'est marrant. Bah, et pareil, il y a beaucoup de Français à Bruxelles, hein. Moi, à Auckland, c'était dans la maison de la culture française. Ah, stylé. Il sort quand le rapport d'Antoine Léaumont? Il sort vendredi. Il sort vendredi. Hmm. En regardant France Diplomatie, j'ai vu des Français à l'étranger peuvent voter par correspondance, mais uniquement pour les scrutins des élections législatives. Mais ça veut dire quoi, vote par correspondance, dans le jargon des Français de l'étranger?
C'est vraiment avec une enveloppe et tout? Non, mais c'est une vraie question. Je sais pas si. En fait, pardon, je vais être précis sur mon interrogation. Moi, quand on me dit vote par correspondance, j'entends vote par courrier. Comme ça, t'as un formulaire certifié que tu dois remplir, photocopie de ta carte d'identité, hop, tu fermes l'enveloppe, tu l'envoies, et ton vote est. Voilà. Ça, pour moi, c'est ça qu'on appelle le vote par correspondance. Le vote par Internet, bah, je vais pas vous faire un dessin, hein, c'est un site Internet sur lequel tu te logs, tu certifies, tu vérifies ton identité, tu annonces ton vote, et voilà, merci, au revoir. Oui, oui, c'est par courrier. Il est même noté, attention, assurez-vous que les circonstances locales, distance et qualité du service postal notamment, ne risquent pas de faire obstacle à l'acheminement dans les temps de votre vote par correspondance. Bah oui, oui, c'est effectivement, si tu habites dans une région, si t'habites dans une région éloignée dans la Sibérie russe et que tu veux envoyer ton courrier à Moscou, t'as intérêt à t'y prendre à l'avance pour être sûr. C'est-à-dire, ce serait quand même dommage de voter par correspondance et que ton vote soit pas comptabilisé parce que ton enveloppe, elle arrive le lendemain, quoi. Vote par correspondance sous pli fermé. Donc c'est par courrier, j'imagine. Non, non, mais ok, d'accord. Bah, du coup, je ne savais pas. Je ne savais pas, mais effectivement, les Français de l'étranger peuvent voter par correspondance ou par Internet ou en physique, s'ils sont proches du bureau de vote. T'inquiète, Moscou s'occupera du vote pour toi. Oui, pas de souci. Un camarade va être désigné pour te suppléer. Hmm. La correspondance, c'est uniquement pour le scrutin des législatives. Oui, bah ça m'étonne pas. Mais par contre, pour les élections des Français de l'étranger, les élections des délégués des Français de l'étranger qui vont siéger au sein du Conseil là, des Français de l'étranger, de l'Assemblée représentative, ça se fait par Internet, de mémoire. Je sais plus, hein. Merci Lilo Trésor, merci Poca The One, merci Fulanor, merci Sarah, merci Lecorne, Oscaritots, Arven, Praxagora, Catcode, Citizen K, Nasha Supernova, Seb, Amber Aeryn, Takeim, Volchamp, merci beaucoup à vous. Merci les copains. Euh... Camarade, ce mot a toujours cours à Moscou, c'était ironique. Non, c'est ironique. Camarade, c'est un mot qui est lié à l'histoire du socialisme et du communisme. Non, mais en réalité, non, c'est toute la gauche, hein, la camaraderie. L'esprit de camaraderie, c'est un truc que tu retrouves dans toute l'histoire de la gauche. Je dis toute la gauche, mais en fait, je devrais dire plus précisément le mouvement ouvrier. C'est un peu plus tardif que la Révolution française. Enfin, vous voyez, on est plutôt fin 19e siècle. Milieu, fin 19e siècle. Hum. C'était pas aussi les communistes? Bah si, bien sûr que si. Bah si. Comrade. Comrade. Comrade Ivanovitch. C'est complètement communiste. Et c'est encore le cas aujourd'hui, hein. Les communistes s'appellent camarades entre eux, les socialistes s'appellent camarades entre eux, hein. Je l'ai entendu aussi à la France Insoumise d'ailleurs. C'est un espèce de réflexe, je sais pas, un atavisme. La CGT, ouais, bah oui, dans le syndicalisme. C'est pas étonnant, hein. Et compagnons, les compagnons, c'était les résistants. On parlait de compagnonnage. Compagnons. Donc c'est comme ça que s'appelaient les gaullistes et les communistes entre eux, dans le maquis. Ils s'appelaient compagnons.
Les compagnons, c'est aussi les scouts, je crois. Je suis pas sûr de ça. Tu confonds peut-être avec les compagnons du devoir, qui sont une formation au métier de l'artisanat avec un circuit où tu fais le Tour de France pour te former. Très très vieux, le compagnonnage. Alors là, on remonte au Moyen-Âge. Je viens de comprendre les compagnons de la Libération. Mais bien sûr, les compagnons de la Libération, c'était les résistants. C'était les mouvements de résistance qui s'appelaient les compagnons de la Libération. Les compagnons, c'est la tranche d'âge des 17-19 ans chez les scouts. Eh ben merci pour l'info, je savais pas du tout. Bah tu vois, je savais pas du tout. Dans le scoutisme, on parle de compagnons pour les 17-19 ans. Pourtant, j'ai fait les scouts quand j'étais petit. Mais moi, j'étais chez les piti-piti. Et on disait pas compagnons. Hein. Je sais pas ce qu'on disait. On jouait au foot. Chez les louveteaux, exactement. Chez les louveteaux. Les louveteaux, pour ceux qui savent pas, dans le scoutisme, c'est les petits. C'est les petits enfants. Je sais pas à partir de quel âge c'est d'ailleurs. J'ai même pas le souvenir de quel âge j'avais à l'époque. J'avais 10 ans. Ouais, dans ces eaux-là. 8-12 ans. Ok, merci pour l'info. Wow! Merci Jojo Turbo qui offre 3... Combien? 10 subs au chat. 10 subs au chat. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Je ne me plains pas, non. Les affaires marchent en ce moment. Merci beaucoup, c'est très généreux de ta part. Combien? Non, le combien, c'est pour plus. 10 subs et pas un pour moi. Mais tu sais, tu peux te faire plaisir en t'offrant un sub à toi-même. C'est possible, tu peux le faire. C'est un petit cadeau que tu t'offres à toi-même. Ça fait plaisir. Vous avez le droit de vous faire des petits kiffs comme ça de temps en temps. Merci Jotavini. Non mais merci Jojo Turbo. Hein. Jojo Turbo, merci du fond du cœur. 10 subs, c'est très généreux. Merci à toi. Tiens d'ailleurs, ça marche bien le bouquin. Je sais pas. Et de toute façon, c'est fini maintenant le bouquin. Il est plus en vente. Hein. Il y a peut-être encore quelques librairies qui l'ont gardé de côté, mais c'est un peu passé maintenant le bouquin. Mais j'étais très content de l'écrire et je sais qu'il a été lu. J'ai eu des retours très sympathiques de plein de gens. Et voilà, donc pour moi, c'était une très belle aventure. Merci Zedwater. C'est quoi la musique des 5 subs? Bah vérifie. Vérifie par toi-même, tu verras. J'ai pas fini, mais c'était très intéressant. Merci, c'est très gentil. Non, merci à ceux qui l'ont lu. Merci à ceux qui l'ont acheté. Content que ça vous ait plu. Mais vous pouvez toujours le trouver sur internet, hein, sur leslibraires.fr. Vous tapez Jean Massier, vous l'avez. Hein. Les libraires, c'est bien parce que ça vous permet de passer par d'autres canaux qu'Amazon. Est-ce que tu penses que Poutou, il le vend? J'en sais rien. Je vais passer à sa librairie tout à l'heure. Bah demande-lui. Demande à Philippe Poutou, est-ce que je peux commander le livre de Jean Massier? Voilà. Merci beaucoup, Dokey Burn, pour les 5 subs offerts au chat. Merci beaucoup. Les petits dabs de Fillon, évidemment, tous les jours dans mes veines. Il est violent celui-là. Ouais, il pique. Hein. Ouais, il pique. Mais normalement, il est pas censé être pour 5 subs, il est censé être pour beaucoup plus. Je sais pas pourquoi j'ai écrit 5 subs sur mon Stream Deck. Ça, le 20 subs, c'est combien? Et celui-là, ça devrait être 15... Ouais, il faudrait peut-être que je fasse un palier intermédiaire, genre 15 subs. Mais personne n'offre 15 subs. C'est soit 10 subs, soit 20.
faut que je réfléchisse. Je suis pas sûr de savoir expliquer cette alerte à ma mère. Il faut d'abord que tu lui expliques ce que c'est que Twitch, puis ce que c'est qu'une alerte, et ensuite que tu lui expliques l'alerte en question. C'est compliqué, je te l'accorde. Moi, je vous avais raconté qu'un jour, j'essayais de montrer à ma mère c'est quoi Twitch. Donc j'avais mon ordinateur et tout, puis je lui montrais, je lui disais, tu vois, voilà, donc là, le mec qui est en train de parler, il est en live, il est en direct, et sur le côté, tu vois le chat qui défile, et les gens peuvent faire des dons. Donc c'est pour ça, elle m'a demandé c'était quoi quand il y a des trucs qui s'affichent à l'écran. Je dis, bah ça, c'est quand quelqu'un déclenche en faisant un don, un abonnement, un follow, etc. Machin. Et du coup, elle essayait de comprendre, et puis elle m'a dit, mais toi, là, t'es pas en live? Je dis, bah maman, je suis là. Mais c'était trop mignon. C'est vraiment. Ouais, non, mais oui, c'est bon, je l'ai. Oui, non, effectivement, ça n'a pas de sens, mais oui. Euh, Je crois que mes parents ne connaissent même pas YouTube. Ah si, moi, ils connaissent quand même. Je dis pas qu'ils y vont, mais ils connaissent. Les souvenirs de tu mets pause quand on jouait à des MMO. Mais oui, mais ils sont trop touchants, les parents. Voilà, ils connaissent pas, ils connaissent pas. On va pas leur en vouloir. Voilà, ils connaissent pas. Et donc, un jeu vidéo, il y a plein de jeux vidéo sur lesquels on peut faire pause. Tous les jeux à l'époque de la Super NES, machin, etc. Il y avait des générations entières. Jusqu'à la PS2, tu faisais pause dans ton jeu, quoi. Puis après sont arrivés les jeux en ligne, et là, faut expliquer tout un nouveau délire, effectivement, à des parents qui ont l'habitude depuis 30 ans de dire on met pause sur un jeu vidéo, quoi. Eh ben, c'est pas facile, hein. Et on rigole, mais comment on sera, nous? Hein? Comment on sera quand on sera parents? Vous croyez qu'on aura la science infuse, qu'on comprendra tout? Je crois pas, non. J'ai essayé d'introduire Backseat à mon daron ce week-end, il a bugué au mot stream. Ah, mais faut pas utiliser des mots compliqués. Quand tu dis Backseat, tu dis c'est une émission sur Internet. Voilà. Tu dis c'est une émission sur Internet. On peut la trouver soit sur Twitch, soit sur YouTube. Hmm. On sera parents, nous. Non mais t'as idée de nous confier des gosses, on est bien trop irresponsables. Non, j'ai confiance en vous. Vous ferez des enfants formidables. Ça va très bien se passer. Enfin, ça va se passer. Ça va se passer. Ça va. Au bout d'un moment, bon, voilà. Euh, Le réarmement démocratique, c'est ici et maintenant. Le réarmement démographique. Le réarmement démographique. Hmm. Je confirme, ma fille est formidable. Mais oui, elle est formidable, ta fille. Mais oui. Non, mais bien sûr. C'est à partir de quel âge vieux qu'on comprend rien? Attends, moi tu me mets dans une cour de récré aujourd'hui, je suis pas sûr de tout comprendre, hein. Je vais pas commencer à faire mon mariole. Alors oui, je sais ce que c'est TikTok, oui, je sais ce que c'est Insta, je connais quand même deux, trois trucs, mais c'est quoi les bails? C'est quoi les bails aujourd'hui? C'est quoi c'est quoi le truc à la mode? Est-ce que c'est toujours les toupies Beyblade? Est-ce que c'est les cartes Pokémon? Est-ce que c'est autre chose? Je sais pas moi. Les POG. Est-ce que c'est encore les POG? Est-ce que ça marche encore les POG et les billes? Est-ce que c'est Kwakubei? Donc voilà. Non, mais voilà, ne faisons pas trop les marioles, hein. Je suis pas sûr que. Je suis pas sûr quand on sera parent, on comprendra tout, hein. Si un jour on est parent, évidemment. Hmm. Est-ce que vous jouez aux billes et aux POG en mangeant des pèses dégueulasses? Il y avait les JoJo's aussi, je me souviens. Les JoJo's.
Le bébé de chaud, ça passe encore. Elle est où ta Game Boy, gamin? Non, mais ouais, je sais pas de quoi on parlait avant. De quoi on parlait avant d'arriver sur les jeux vidéo. Oui, on a parlé du vote pour les Français de l'étranger, le vote par correspondance et le vote par Internet. Euh, Ouais, c'est parce que je vous disais que Antoine Léaumont, qui sera notre invité dans Backseat demain, rend un rapport sur l'organisation des élections. Il parle des sondages notamment, il parle de la lutte contre l'abstentionnisme, la malinscription sur les listes électorales. Hum. La non-venue de ce terrain, bah oui, on va en parler avec lui, ouais, on va en parler, on va l'interroger là-dessus. Il n'y avait pas une motion de censure à 14h? Si, il y a une motion de censure qui est en train d'être discutée à l'Assemblée nationale, mais je crois qu'elle a été rejetée, hein. Ou alors elle va être rejetée. De toute façon, elle a aucune chance de passer, donc peut-être que là, ils sont en train de voter, mais là, ça vote. Ouais, c'est ça, c'est l'heure du vote, là. Bon, bah voilà, elle va pas passer. Résultat dans 20 minutes. Ok. Elle a été déposée par qui? Elle a été déposée par les Insoumis. Elle a été déposée par les Insoumis pour protester contre le vote d'une motion de rejet sur une proposition de loi sénatoriale qui réintroduit notamment des pesticides, enfin notamment un pesticide. C'est une proposition de loi sénatoriale visant à simplifier les démarches pour les agriculteurs. Et c'est une loi que la gauche reproche d'être dictée par les lobbies de l'agrobusiness. Combien de motions de censure y a-t-il par groupe? Il n'y a pas de motion de censure par groupe, il y a une limitation. Est-ce que vous pouvez me rappeler les gens sur les motions de censure? Combien de motions de censure un même député peut déposer? Je me souviens plus quel article c'est. Est-ce que c'est l'article 50? Je me souviens plus. C'était 3 par session? Ok, bah vous dites tous 3 par session, donc ouais, non, mais vous avez raison, c'était ça. C'était moi qui voulais expliquer. Je suis désolé, j'ai encore le cerveau un peu ralenti, donc je me souviens plus très bien. Mais c'est 3 par session. Ça veut dire qu'un même député ne peut signer que 3 motions de censure par session, hors 49.3. Et j'insiste sur le hors 49.3. La session, c'est les 5 ans? Non, ça, c'est la législature qui dure 5 ans. La session, c'est du 1er octobre au 31 juin. Au 30 juin. Donc 1 an. Ouais, c'est à peu près 1 an. En gros, c'est une année scolaire. Moi, je le vulgarise en disant c'est une année scolaire. Bien obligé de vulgariser. Mais ouais. Il n'y a pas de session entre août et septembre. Il peut y avoir des sessions qu'on appelle les sessions extraordinaires. S'il y a du travail à rattraper, l'Assemblée nationale peut décider d'être réunie. C'est pas l'Assemblée, d'ailleurs, c'est le président de la République qui peut décider de prolonger les travaux de l'Assemblée par une session extraordinaire qui peut durer 15 jours ou 1 mois, donc sur le mois de juillet. Et pareil, sur le mois de septembre, il peut y avoir une session extraordinaire. Par exemple, un Premier ministre qui est nommé au mois de mai, par exemple, vous êtes Premier ministre, vous êtes nommé au mois de mai, vous allez vouloir avoir une session extraordinaire parce que vous avez beaucoup de travail. Vous venez d'arriver, vous êtes un nouveau Premier ministre, vous avez des projets de loi, etc. Vous voulez réformer la France et tout, c'est normal. À ce moment-là, vous allez vouloir absolument avoir du temps de travail et donc vous allez demander une session extraordinaire sur le courant du mois de juillet.
Et pareil, après les vacances, au mois de septembre, vous allez demander à avoir une session extraordinaire pour qu'on commence le travail dès le début du mois de septembre et qu'on n'attende pas le 1er octobre. Voilà. Ça, c'est typiquement le genre de situation dans laquelle on a 2 sessions extraordinaires dans l'année. Yael Braun-Pivet en a demandé une, s'il me semble, c'est ça. Oui, j'ai cru comprendre que Yael Braun-Pivet avait demandé une session extraordinaire pour le mois de juillet. Ils font quoi les députés pendant l'été du coup? Bah, la même chose que les Français. Que beaucoup d'entre eux en tout cas, ils se reposent. Ils passent du temps avec leurs enfants qu'ils n'ont pas le temps de voir tout le reste de l'année. Ils vont voir leur famille. Ils font les universités d'été de leur parti politique. Les motions de rejet déposées par le rapporteur, c'est le nouveau 49.3 déguisé. Ouais, alors c'est plus compliqué que ça, mais c'est plus compliqué dans le sens où une motion de rejet ne te permet pas de faire adopter le texte. Il te permet de skipper l'étape du débat en hémicycle. Mais de toutes les manières, le texte, une fois qu'il a été discuté en CMP, il doit revenir pour être rediscuté et voté à l'Assemblée nationale. Mais c'est un vote sans amendement pour le coup. Donc en gros, la seule session d'amendement qu'aura eu l'Assemblée nationale, c'est la session en commission, qui aura travaillé sur le texte, qui l'aura fait évoluer. Et c'est sur la base de ce travail en commission que va être discutée la loi en commission mixte paritaire. Mais de toute façon, ce truc-là, ça ne marche que si vous êtes d'accord avec le Sénat, hein. Si vous êtes en opposition avec le Sénat, ça sert à rien d'adopter une motion de rejet préalable sur un texte que vous avez tout intérêt à modifier vous-même. Non, ce qui est dommage, c'est que l'Assemblée n'ait pas trouvé les moyens d'examiner la loi, en fait. L'Assemblée aurait pu faire un temps législatif programmé, ce qui limite le temps qu'ont les groupes pour défendre leurs amendements. En gros, c'est une technique qui permet de lutter contre l'obstruction parlementaire. Puisque les amendements, ils ont été virés, le texte va pas passer. Bah ça, on verra. On verra dans l'hémicycle, lorsque le texte reviendra, s'il sera adopté ou pas par l'Assemblée. Si l'Assemblée adopte, alors l'Assemblée adopte. Ça veut dire qu'elle est pour le texte, issu de la CMP. Les députés ou les sénateurs concernés peuvent-ils sécher la CMP? Ils n'ont aucun intérêt à sécher la CMP, hein. C'est une réunion de négociation, t'as intérêt à y aller. J'ai jamais entendu parler d'un député qui refuse d'aller en CMP. La CMP, c'est la commission mixte paritaire, qui est l'instance de négociation entre le Sénat et l'Assemblée nationale, dans le cadre de la navette parlementaire. Et donc, à l'issue d'une CMP, le texte revient à l'Assemblée nationale et au Sénat pour être voté une bonne fois pour toutes. On n'a pas parlé des sites pornographiques qui demandent désormais de nous authentifier. C'est très récent, j'ai pas suivi, vous en avez parlé. Non, on n'en a pas parlé parce que j'ai pas grand-chose à en dire de plus que ce qu'il y a écrit dans les articles qui en parlent. En fait, il y a une loi en France qui impose aux sites pornographiques de vérifier si leurs utilisateurs sont majeurs ou mineurs. Et c'est obligatoire. Et j'ai bien dit de vérifier, pas juste de demander. Et il y a des sites internet parmi les plus gros sites internet porno, notamment Pornhub et d'autres, qui ne veulent pas mettre en place cette nouvelle législation et qui préfèrent boycotter en annonçant
euh, quitter la France, donc refuser de diffuser en France. On est toujours dans le bras de fer que je trouve très intéressant. On est toujours dans le bras de fer entre la réglementation en Europe et le libéralisme absolu des sites internet américains, quoi. Hmm. Ils veulent pas appliquer la loi, donc ils ferment, logique. Ouais, ils veulent vraiment pas appliquer la loi, ils veulent pas vérifier l'âge des utilisateurs, alors que c'est obligatoire. Hmm. Ce serait intéressant de regarder s'il y a une explosion des ventes de VPN. Oui, soit une explosion des ventes de VPN, soit des utilisateurs qui se détournent et vont vers d'autres sites porno. Après, ça pose aussi d'autres questions, cette vérification d'âge au-delà du libéralisme. Bah, c'est la protection des mineurs, c'est surtout ça l'objectif, hein, c'est de protéger les enfants. Non, la question c'est l'identité en fait. Est-ce qu'on demande aux gens d'envoyer leur carte d'identité, quoi? Et ça, effectivement, ça peut être un enjeu de liberté publique assez important, c'est vrai. Ou alors une empreinte bancaire, une carte bancaire. Une carte bancaire peut servir à certifier la majorité d'une personne. Alors, c'est valable pour les cartes de crédit, parce que de mémoire, il y a des cartes de débit qui existent pour les ados. Est-ce que tu veux envoyer ta carte d'identité à une entreprise privée américaine? Bah, moi, en tant que streamer sur Twitch, je suis obligé de le faire. Mais je comprends que tout le monde n'ait pas envie d'être streamer. Enfin, tu vois, mais je suis d'accord, hein. Alors, je me souviens quand même, j'avais lu un article à une époque, faudrait que je le retrouve, qui était assez intéressant, qui disait qu'il existe une solution technique qui permet de certifier la majorité d'un utilisateur pour le site internet, tout en ne donnant pas accès au site internet aux informations d'identité de l'utilisateur. Et ça, c'est en ayant ce qu'on appelle un tiers de confiance. Un site internet tiers dont le seul but, c'est de vérifier ton identité, ta majorité, donc avec ta carte d'identité, et il ne transmet au site internet, au site porno, il ne lui envoie qu'un code qui ne permet pas de retracer jusqu'à toi ou à tes informations personnelles. Alors, pardon, je vulgarise très mal les aspects techniques. Je pense qu'il y en a d'autres comme Yanis et tout qui le feraient mieux que moi. Mais, euh, mais voilà. Donc, le problème, c'est que cette solution, quand bien même elle existe, elle coûte quand même quelques centimes de dollars par authentification. Et quand on pense aux sites comme Pornhub, par exemple, ils ont un tel trafic que ça leur coûterait un fric absolument démesuré. Vous aviez un invité pour en parler il y a quelques années. Mais je me dis bien qu'on en avait déjà parlé dans Backseat. Mais t'as raison, en fait, je suis en train de me souvenir que l'article dont je suis en train de vous parler, je l'avais lu en préparation d'une émission Backseat dans laquelle on avait reçu un invité pour parler de ce sujet. Mais t'as raison, Don. T'as raison de me le rappeler. Il y a un vieux Backseat où on a parlé du sujet, je sais pas avec qui. Euh, Une actrice, on avait reçu une actrice effectivement qui était venue sur le plateau de Backseat. Est-ce que c'était elle? C'était sans doute elle, ouais. Je me souviens plus. C'était la saison 2. Oh, ça remonte, hein. Ça remonte, hein. On est en fin de saison 4 là. Vous avez vu, j'arrive même pas à me souvenir. Émilie Delaunay. Ça me dit quelque chose. De toute façon, c'est ridicule, c'est aux parents de mettre le contrôle parental. Bah oui, t'es marrant, mais quand ils le font pas, on fait comment? Eh, c'est tout le problème, hein.
Est-ce qu'un site étatique ne serait pas mieux pour vérifier ça? Si, alors un site étatique ou un site qui offre des garanties. Moi, je m'en fous. Oui, un site de service public, un site tiers, ça peut être même une délégation de service public, je m'en fous. Mais effectivement, un site internet qui est chargé d'authentifier la majorité d'un internaute pour pouvoir se connecter à un site internet porno. Et quand je dis qu'il doit donner des garanties, ce site, il doit aussi donner des garanties à nous, les utilisateurs, que notre carte d'identité ne va pas se retrouver dans la nature, que les sites internet sur lesquels on surfe ne vont pas avoir notre identité. Moi, je ne suis pas favorable à ce que tous les sites internet sur lesquels je surfe toute la journée aient accès à mes informations personnelles. Ça ne vous regarde pas. Hmm. France Identité. Bah, France Identité, ça sert à se connecter au service public. C'est différent, c'est pas tout à fait pareil. France Connect, ça sert à se connecter à la sécurité sociale, aux impôts, etc., au service public en général. C'est un petit peu différent. Et là, pour le coup, ça sert à se connecter avec ses identifiants personnels. Ça sert à être identifié sur les sites internet sur lesquels on va surfer. Donc non, je pense pas que France Connect serve sur les sites porno. J'y crois pas un quart de seconde, ça n'a pas de sens. Hmm. France Connect ne pourrait pas envoyer un code pour dire qu'il ou elle est majeur? Écoute, j'en sais rien. Là, de toutes les manières, j'arrive aux limites de ma compétence en la matière. Moi, j'essaie d'identifier les enjeux et ce qui est important de protéger, à commencer par les enfants. Ensuite, protéger l'identité et la liberté de surfer sur Internet, c'est aussi important. Donc, comment est-ce que tu imbriques ces libertés dans une solution technique qui satisfasse tout le monde? Bienvenue dans le monde merveilleux de la politique, où tu essayes d'élaborer des solutions qui satisfassent autant que possible un cahier des charges très difficile à tenir, quoi. Qu'est-ce qu'elles risquent, ces plateformes, en pratique? Elles risquent des amendes très importantes. Je suis dev web, je trouve que c'est un sujet délicat parce qu'il n'y a pas en France un service qui garantit l'anonymat, la sécurité avec les infos d'identité françaises. Ça marche bien aux US avec Stripe, mais bon, je connais pas Stripe. Mais je te crois, hein, je te crois, je suis d'accord avec toi pour dire que c'est un sujet difficile. Je j'ai pas j'ai pas la solution. Je suppose qu'il y a quand même d'autres gens qui y ont réfléchi, hein, on n'est pas juste nous là sur Twitch à se poser la question pour la première fois et que un jour peut-être on verra une solution qui soit satisfaisante autant que possible. J'espère. Il faudrait un contrôle parental gratuit développé par le service public. Non, mais pareil, hein, je sais que le mot service public, ça fait rêver beaucoup de gens, mais il y a aussi des questions de liberté et de vie privée et d'anonymat sur Internet qui sont aussi importantes à protéger. Euh, Big Brother, service public, ça reste Big Brother, hein. Géré par l'État, certes, mais quand même. Je suis pas... Et encore, je suis hyper caricatural en disant Big Brother, évidemment, vous avez bien compris, mais vous voyez ce que je veux dire? Hmm. Si la loi interdit le porno aux mineurs et qu'on peut prouver qu'il y a des mineurs sur Pornhub, bah on sanctionne. J'ai du mal à comprendre la difficulté. Mais il n'y a pas de difficulté. C'est juste que Pornhub est en train de disparaître de France pour cette raison-là précisément. Parce qu'ils veulent éviter les sanctions. Et qu'ils ne veulent pas mettre en place les solutions
qui permettrait de contrôler la majorité de leurs utilisateurs. Il n'y a pas de problème alors. Bah, c'est un peu naïf de dire qu'il n'y a pas de problème parce que on se rend bien compte que il va y avoir d'autres sites internet qui vont prendre le relais et qui sont pas aussi safe, enfin qui sont encore moins safe que Pornhub et les autres. Alors, je connais pas la liste, etc. Je prends toujours le mot Pornhub parce que je sais qu'il y en a plusieurs, mais donc le problème va continuer à se poser de la même manière. Sans compter que ce sont des sites qui sont localisés à l'étranger et qui sont plus ou moins OK pour collaborer avec les services publics français. Hmm. Hmm. Ouais, non, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Mais c'est un sujet intéressant, hein. On va en parler demain dans Backseat d'ailleurs. C'est un sujet d'actualité assez important, relativement important. Vous trouvez pas que en ce moment, dans la vie politique française, il se passe pas grand-chose? On a l'impression d'être dans un espèce de ventre mou où le Premier ministre et son gouvernement n'existent que par la voix de Bruno Retailleau, que le reste des ministres, on sait pas très bien ce qu'ils font, que tout est tourné autour des 40 milliards d'euros d'économies qui vont être précisés au début du mois de juillet. Il y a Darmanin aussi, ouais, Darmanin aussi, ouais. Ouais, ouais, Darmanin, Retailleau, ils font un peu le duo tous les deux. Mais du coup, les sujets qui sont abordés sont pas des sujets de première ampleur. Ce qui est pas grave en soi, hein. Je suis pas en train de me plaindre, mais je trouve ça intéressant. Je m'attendais pas à ce que. Peut-être que c'est paradoxalement, en fait, la faiblesse de François Bayrou qui lui permet de durer. Pour l'instant. J'ai bien dit pour l'instant. On va voir avec les 40 milliards d'euros d'économie. La note risque d'être salée en juillet. C'est un gouvernement sans majorité. Alors ça, je suis d'accord avec toi, c'est un gouvernement sans majorité, et donc on a un néo-parlementarisme qui est assez paradoxal, qui prend le relais, quoi. Le Parlement retrouve une importance avec ses commissions d'enquête, notamment, avec ses propositions de loi aussi, que l'on voit adopter par-ci, par-là et tout. Il n'y a pas de dissolution à l'horizon. Moi, j'y crois pas. Je ne crois pas à une dissolution. On verra à l'automne prochain. On verra au moment du budget. On parle pas assez de Nestlé, entre autres. Oui, oui, non, non, mais il y a des sujets dans l'actualité, hein, je dis pas l'inverse, mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a une espèce de faiblesse du gouvernement, faiblesse du Premier ministre, qui est assez rare. En tout cas, on n'a pas été habitué à ça, quoi. On est en train de redécouvrir une forme de parlementarisme assez intéressante, je trouve. Et c'est pour ça on est tous très intéressés par ces histoires de motion de rejet, commission d'enquête, audition de Pierre-Édouard Stérin en commission d'enquête, proposition de loi, commission mixte paritaire. Tout ça, c'est du langage parlementaire. C'est pas du langage qu'on a l'habitude de parler quand on a un gouvernement fort avec une majorité forte. S'il y avait une dissolution, est-ce que le NFP serait capable de remobiliser comme il y a un an? C'est une bonne question que tu poses. Il y a un an, le risque, c'était d'avoir Jordan Bardella Premier ministre. Est-ce que le NFP réussirait à... Est-ce que le NFP existerait? Déjà, c'est une première question. Et est-ce qu'il réussirait à remobiliser?
J'en sais rien, vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez que le NFP pourrait à nouveau réussir et arriver en tête des élections législatives? C'est dur à dire parce que ça dépend beaucoup des macronistes, ça dépend beaucoup du Rassemblement national. Peut-être qu'il est en perte de vitesse, le RN, depuis la condamnation de Marine Le Pen en première instance. Peut-être qu'il y a des électeurs du RN qui sont moins chauds qu'avant. Hmm. Ça dépend aussi du nouveau patron du PS. Ça dépend aussi de si Olivier Faure est réélu, effectivement, auquel cas il ferait un nouveau NFP, ouais. Enfin, il ferait. En tout- C'est pas sûr, hein, rien n'est sûr. Il l'a déjà fait, en tout cas. Hmm. Nicolas Maillard-Rossignol, il est anti-NFP. Oui, Nicolas Maillard-Rossignol, il ne souhaite pas que le PS fasse alliance avec la France insoumise. Ça ne veut pas dire qu'il ferme la porte aux écolos et aux communistes. Mais Nicolas Maillard-Rossignol, il veut que l'avenir s'écrive sans la France insoumise. C'est un peu la thèse des deux gauches irréconciliables. Ça dépend aussi de la réaction des électeurs. Certains vont vouloir sanctionner le PS, d'autres vont avoir envie de s'opposer à LFI. Et c'est dans le cas d'un nouveau NFP, ça va être pas triste à regarder. Bah ouais, mais le paradoxe, enfin, je comprends ce que tu veux dire, mais une fois que tu as formé le NFP, c'est à l'intérieur des circonscriptions que les électeurs sont chargés de voter pour un seul et même candidat. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura un sous-vote des socialistes dans les circonscriptions insoumises et un sous-vote des électeurs insoumis dans les circonscriptions socialistes? Hmm. La confiance du NFP a chuté à cause de la trahison du PS. En tout cas, je ne voterai plus pour un NFP avec un des partis qui se sauve dès la première difficulté. Donc tu voteras plus NFP? Tu voteras pour qui alors? Parce que c'est en général le candidat commun de la gauche dans les circonscriptions. Je sais pas dans quelle circonscription t'habites, hein, d'ailleurs. Ils ont justifié comment de pas l'avoir voté, le PS? Bah regarde la dernière émission Backseat, on avait reçu la porte-parole du PS, Chloé Ridel, qui est venue expliquer justement... Enfin, qui est venue expliquer, elle n'est pas venue parler de ça, mais elle a eu l'occasion de revenir dessus quand Usul l'a interrogé, en disant que les socialistes n'avaient pas voté la motion de censure parce qu'il fallait un budget, et que la motion de censure concernait un budget. L'argument des socialistes était de dire il vaut mieux un mauvais budget que pas de budget du tout. Hmm. Moi, j'ai peur d'une plus grande abstention à gauche du fait des dernières législatives. C'est-à-dire, parce que les dernières législatives, la gauche est arrivée en tête. C'était quand même pas mal comme résultat. Pourquoi ça démobiliserait? Je pense que les électeurs de gauche qui étaient satisfaits à la dernière législative revoteront à gauche. C'était pas assez. Ah bah c'était pas, non, c'était pas suffisant pour gouverner, certes, mais c'était quand même pas mal. Parce que ça a servi à rien. Et comment ça a servi à rien? Les députés, les députés insoumis, ils sont pas inutiles là, ils sont dans l'opposition. Ils font leur boulot d'opposants. Je veux dire, la responsabilité, elle est sur Macron. Elle est pas sur le NFP. Pourquoi en vouloir au NFP pour un truc que Macron a fait? Ou plutôt n'a pas fait? C'est quand même bizarre d'arrêter de voter NFP parce que Macron. Hmm.
J'entends ça souvent des abstentionnistes. Des abstentionnistes qui en veulent au NFP parce que Macron ne les a pas nommés au gouvernement. Bah, faut leur expliquer. Je suis désolé, là, vraiment, faut leur expliquer. Hein. Faut leur dire le NFP n'a rien fait de mal. Le NFP s'est fait baiser par un Macron qui a refusé de les nommer à Matignon. Donc il faut au contraire continuer à voter NFP. faut continuer, il faut se mobiliser, il faut pas lâcher. C'est plus du découragement que de la rancœur. Ah bah ça, le découragement, comment lutter contre le découragement? Ça, c'est une bonne question. Les gens qui ne veulent plus voter, bah, à part leur expliquer à quoi sert le vote et comment ça peut changer les choses, comment ça peut, pas comment ça va, mais comment ça peut. Faut leur dire d'arrêter d'écouter CNews. Oui, ça peut aider, ouais. ça peut commencer par être un bon réflexe, ouais. Bienvenue à gauche. Ouais, non, mais carrément, c'est exactement ça. On en revient à la distribution de chouquettes post-vote. Je sais pas. Je suis en train de lire ton livre, il est hyper intéressant. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci à toi. Et j'en profite pour remercier Le Flanc C'est Bon, Clark Henry, Emily 466, Caporal Fantôme, OJ Winahouse, Louis, Frenchy Mexa et Anguille Creuse. Merci beaucoup pour vos resubs. Merci les copains. Merci pour votre soutien. Les plus de 50 ans sont majoritaires, c'est fini pour la gauche. Mais non, faut pas dire ça. La gauche a toujours réussi à être surprenante. Il y aura peut-être un nouveau mai 68 contre une société trop corsetée. Et puis il y a des vieux de gauche, bien sûr qu'il y a des vieux de gauche. Il y aura peut-être un nouveau Front Populaire. C'est vrai, ça, ce serait bien. Une espèce d'alliance des partis de gauche face à l'extrême droite. Le nouveau Front Populaire, exactement. Le néo-new nouveau Front Populaire. Le rabibochage, on va appeler ça le rabibochage. Non, mais avec ou sans Front Populaire, le fait de voter à gauche permet à minima de faire barrage à l'extrême droite, quoi. C'est toujours la question de... Il y a la défaite, et puis il y a l'absence de victoire du camp d'en face. Je dis pas qu'il faut choisir entre la peste et le choléra, mais ça aurait pu être pire, quoi. On aurait pu se retrouver avec Bardella Premier ministre. Et se retrouver dans l'opposition unis avec les macronistes. Ou Retailleau, ministre de l'Intérieur. Oh, vous imaginez? Un mec comme Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur? Sous Jordan Bardella? Non, je pense qu'il aurait mis Eric Ciotti. J'en sais rien. Perso, s'il n'y a pas le NFP, je vais être bien emmerdé pour voter à la prochaine présidentielle et autres échéances. Alors, la présidentielle, il n'y a pas de NFP, hein, je vous rappelle. Le NFP, c'est que pour les élections législatives. À la présidentielle, il y a toujours plusieurs candidats de gauche.
Donc tu as toujours le choix à gauche à la présidentielle. C'est aux élections législatives, dans le cadre de la NUPES et du NFP, que tu peux avoir des alliances qui font que dans ta circonscription, tu n'as qu'un seul candidat de gauche soutenu par les autres. Auquel cas, si tu n'as plus de NFP, tu peux te retrouver dans ta circonscription à avoir plusieurs candidats de gauche qui s'affaiblissent les uns les autres et qui peuvent même se retrouver à ne pas pouvoir se maintenir au second tour. Euh, Un Jean-Luc Mélenchon de 75 ans en 2027 en mode gérontocratie. Ouais, alors, je veux bien les attaques sur l'âge de Jean-Luc. Effectivement, il n'est pas de sa prime jeunesse. Je veux bien savoir quel âge avait François Mitterrand en 1988. À mon avis, on est bien tapé les 70 ans aussi. C'est pas une excuse. Non, c'est pas une excuse, mais après, c'est une question de critère. Je veux dire, est-ce que pour vous, le critère d'âge est un critère éliminatoire? Est-ce que, parce que quand on vote, on fait toujours une balance entre plusieurs options qu'on a et des choses auxquelles on tient. Est-ce que le critère d'âge est un critère éliminatoire? Est-ce que le genre est un critère éliminatoire? Moi, je connais des gens qui ne veulent voter que pour des femmes et qui sont très 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 tristes quand il n'y a pas de femmes qui sont candidates. Euh, Bon. Est-ce que vous êtes prêt à voter pour quelqu'un qui défend vos idées si c'est une personne qui ne remplit pas tous les critères qui vous tiennent à cœur d'un point de vue personnel? Il avait 72 ans, Mitterrand. Merci pour les gens qui sont allés chercher. 72 ans, Mitterrand. Donc c'est pas très éloigné des 75 ans de Jean-Luc Mélenchon. On n'est pas dans une télé-réalité, c'est les idées qui devraient compter, pas les gens qui les incarnent. Bah, je suis désolé, mais c'est un peu lié. On ne vit pas dans un monde d'idées. Euh, les idées sont incarnées par des responsables politiques dont on peut penser du bien ou du mal, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils défendent, de ce qu'ils font, de ce qu'ils ne font pas. Hmm. Biden, il a fait mauvaise presse aux États-Unis avec ses gaffes. C'est vrai que Biden, il était quand même sacrément âgé, hein, dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que ça se voyait, ça se sentait. On avait un peu dépassé le stade du papy en qui tu peux avoir confiance, et on était rentré un peu dans le très vieux monsieur. Hmm. Ouais, c'était pas beau à voir, ouais. Mais Jean-Luc Mélenchon, il en est pas là. Enfin, j'ai pas l'impression. On a François Bayrou aussi, qui est pas tout jeune, hein. François Bayrou qui est pas dans sa prime jeunesse. Euh, Et puis l'argument de l'âge. Encore une fois, je veux pas vous empêcher d'avoir cet argument-là. C'est un truc qui peut peser pour vous, qui peut être effectivement parfois même un casus belli, mais casus belli, c'est pas le bon terme. Mais vous avez compris ce que je voulais dire. Un point de rupture. Moi, Jordan Bardella, c'est pas parce qu'il est jeune que je l'aime bien. Je suis le premier à vouloir qu'il y ait plus de jeunes en politique. Je me suis toujours battu pour ça. Je veux qu'il y ait plus de jeunes qui fassent de la politique. Je veux qu'il y ait plus de jeunes qui soient représentés dans les instances représentatives, etc. Pour autant, je soutiens pas Bardella. Je soutiendrai jamais Bardella.
Donc non, non, je réfléchis. Enfin, je réfléchis par rapport à ce qu'on se disait sur les critères d'âge, sur l'importance du critère d'âge, ce que ça peut revêtir ou non. Euh, En jeune, on peut voter pour Lutte ouvrière ou le NPA. Et en jeune, vous votez pour qui vous voulez. Hein. Il n'y a pas de vote jeune. Hein. Et heureusement d'ailleurs, la jeunesse n'est pas une catégorie sociale. C'est une catégorie d'âge, c'est pas la même chose. Mais peu importe, enfin, c'est pas, ça détermine pas un vote. Le NPA, je sais pas qui ils vont présenter à la prochaine présidentielle. Je sais même pas s'ils vont pouvoir présenter quelqu'un, vu qu'ils se sont sacrément divisés ces dernières années. Et Lutte ouvrière, est-ce que ce sera à nouveau Nathalie Arthaud? Je sais pas, j'ai pas d'infos. On a quand même bien vu les présidences de Mitterrand et Chirac qui ont mal fini à cause de leur âge. Alors, je suis pas d'accord avec toi. D'une part, Mitterrand, il était malade, c'est pas la même chose. Hein, il était atteint d'un cancer. Et d'autre part, Chirac, je vois pas en quoi il a fait une mauvaise fin de présidence. Je veux dire, il s'est pété la gueule sur le CPE, mais c'est pas tant lui qui s'est pété la gueule que son Premier ministre, Dominique de Villepin. C'était pas Chirac qui était aux avant-postes. Et le parti de Jacques Chirac a gagné la présidentielle en 2007, quand même, je vous rappelle. C'est pas dégueulasse comme fin de présidence. Bon, il se trouve que c'était Nicolas Sarkozy et que Chirac aimait pas beaucoup Sarkozy. Bon, ok. Mais une fois qu'on a dit ça. C'est. Non, c'était pas la Mitterrand-Chirac, c'était pas tant l'âge. Hein. Pour l'un, c'était la maladie, et pour l'autre, c'est son Premier ministre qui a fait n'importe quoi. Euh, Les gens ont l'âge de Biden, ils n'ont pas les mêmes soucis que lui. Oui, après ça dépend effectivement à l'âge que tu as, des soucis que tu peux avoir. C'est vrai qu'il y a des personnes âgées qui se portent beaucoup mieux que d'autres au même âge. De Villepin, le fameux gauchiste. Ah, De Villepin, l'homme de droite préféré de la gauche. Il arrête pas de taper sur Retailleau en ce moment. J'ai vu. Hmm. Un président représente une nation, donc c'est normal qu'il y ait des critères qui se rapportent à la personne du candidat. Après, pour ma part, les idées défendues priment quand même. Bah oui, parce que non, mais je veux dire, ok, heureusement que les idées priment. Heureusement que les idées priment, parce que sinon, à ce petit jeu-là, bah, Emmanuel Macron est un très bon président de la République. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est relativement jeune, il porte bien, il est en bonne santé, il met des costards, il est propre sur lui. Voilà, non, c'est plutôt un bon président, tu vois. Non, donc c'est pour ça que non, tu peux pas faire primer seulement la personne dans ton vote, quoi. Enfin, tu fais ce que vous voulez, encore une fois, hein, c'est pas. Hmm. Après, un certain âge, selon moi, devrait plus travailler pour sa santé et dans certains cas, celle des autres. Ouais, il faudrait pas commencer à être directif non plus. Laissons nos vieux vivre librement et c'est pas, je vais pas commencer à leur dire ce qu'ils doivent faire non plus. Euh, Il s'est fait groom par une vieille conservatrice depuis son adolescence aussi, ça aide. C'est cool. Il y a des métiers qui nécessitent une bonne santé. Ouais, et président de la République n'est pas techniquement un métier, c'est un mandat. C'est un peu différent. Ça peut effectivement être utile d'être en bonne santé.
Est-ce qu'il faut une loi de la fin de vie en politique? Moi, ça, c'est une question qui m'a déjà été posée à plusieurs reprises par des journalistes. Euh, c'est est-ce que vous êtes pour une limite d'âge pour les élus? Vu que les moins de 18 ans peuvent pas être élus, est-ce qu'il faudrait pas faire la même limite d'âge pour les vieux? Et moi, je suis radicalement contre cette position. C'est pas ça la démocratie, c'est pas empêcher les autres d'être élus. Moi, je suis favorable à ce qu'on élargisse pour les jeunes le vote, pour commencer par le vote, mais aussi l'élection. Moi, je suis favorable à ce qu'à partir de 16 ans, on puisse devenir député. Charge au parti de présenter ou pas des candidats de 16 ans, c'est leur problème, c'est pas le mien. Mais je veux que le droit existe. Et donc, je suis pas pour limiter et empêcher les vieux d'être dans la démocratie, quoi. Ils ont le droit. Ils ont le droit. Je veux dire, ce qui fonde la démocratie, c'est l'attachement à la personne humaine, là où elle est et comme elle est. C'est ça qui est représenté quand on dit un vote, une voix, un vote, une personne, un vote, une personne, une voix. Dites-le comme vous voulez. Je sais jamais comment il faut le dire. Bah moi, je suis plutôt attaché à ce qu'on foute la paix, aux gens et qu'on les laisse être ce qu'ils sont, quoi. Mm. Mm. J'aimerais juste savoir comment les intéresser davantage aux problèmes des jeunes. Bah, pour moi, l'une des raisons pour lesquelles on s'intéresse pas assez aux problèmes des jeunes, c'est qu'il n'y a pas assez de jeunes qui sont représentés dans les instances politiques, dans les conseils municipaux, dans les conseils régionaux, à l'Assemblée nationale, au Sénat. Il faut qu'il y ait plus de jeunes pour que la voix de la jeunesse soit aussi portée et représentée, quoi. N'hésitez pas à lire mon livre, hein, dans lequel je reviens longuement sur ce sujet, sur ces sujets. Hum. Est-ce que les jeunes ne sont pas une forme de vote aussi, une force de vote aussi? Non, parce que le vote des jeunes, il est très. Déjà, il y a énormément d'abstention chez les jeunes. Donc, c'est pas vraiment une force, hein. Faut pas croire, hein, c'est même plutôt faible. Et les jeunes ne sont pas. Comment dire. Encore une fois, c'est pas une catégorie sociale. Donc, les jeunes, ça peut changer assez vite. On a vu des élections dans lesquelles les jeunes avaient plutôt voté à l'extrême droite et d'autres élections dans lesquelles les jeunes avaient une surreprésentation à gauche. Comme quoi, ça peut être surprenant, mais. Je crois que c'était aux européennes que les jeunes avaient voté Bardella, pour la liste de Bardella. Avec, attention, quand je dis ça, avec une légère surreprésentation. Ça ne veut pas dire qu'ils ont massivement voté pour, ça veut dire qu'il y avait une légère surreprésentation du vote en faveur d'eux. Hmm. Donc, hmm. Ici en Belgique, on est obligé de voter et chez les jeunes, c'est pas forcément une bonne chose. On voit qu'ils sont facilement endoctrinés et votent pour ceux qui sont le plus présents sur TikTok. Non mais voilà, c'est les vieux clichés sur les jeunes, puisqu'ils sont un peu cons les jeunes, faut le dire, hein, c'est quand même un peu des débiles. Alors que nous, bon, on a le recul et l'intelligence de l'analyse, et donc on vote avec un vote de meilleure qualité que ces petits cons. C'est une blague, hein, évidemment, c'est ironique, hein, tout ce que je suis en train de dire. Hmm. Alors que les vieux, ils regardent pas CNews. Oui, c'est ça. Les jeunes qui sont le nez collé toute la journée sur CNews. En parlant d'endoctrinement.
Euh, C'est logique, les jeunes n'ont pas l'expérience de la vie. Mais si, mais bien sûr que si, les jeunes ont l'expérience de la vie. Les jeunes font partie de la démocratie, font partie de la société. Ils sont là, ils sont présents. Les jeunes ne sont pas dans l'antichambre de la société. Les jeunes, ce n'est pas l'avenir, la jeunesse. C'est le présent, c'est aujourd'hui. Ils sont là, ils font partie de nous, notre corps social. C'est pas des adultes en devenir. C'est d'ores et déjà des membres à part entière de la société, avec leur vie, leur expérience, leur vision des choses, qui pourra évoluer plus tard, sans doute. Nous aussi, on pourra évoluer plus tard, tant mieux pour nous. Mais c'est pas. Moi, je suis vraiment pas fan de cette exclusion des jeunes du corps social, quoi. En disant, les jeunes, on verra plus tard quand vous paierez des impôts. Hmm. Cortex préfrontal, pas formé avant 25 ans, âge minimum pour voter. Putain, la vache. Quel enfer. Non, mais vous voyez, en fait, c'est avec le même discours qui exclut les jeunes que l'on peut exclure les vieux du vote. En disant, on n'a qu'à exclure les vieux les plus vieux parce que ils ne sont plus dans la société. Ils ont vécu, ils ne vivent plus. Pourquoi est-ce qu'on leur laisse le droit de vote à ces vieux? Bah, c'est exactement la même logique d'exclusion. Et ça, pour moi, c'est pas être démocrate que de chercher à exclure des gens du champ social. Hmm. Faudrait vraiment que tu viennes voir des jeunes de mon lycée pro. Mais pourquoi? Déjà, qu'est-ce qui te fait croire que je sais pas ce que c'est qu'un lycée pro? Et ensuite, qu'est-ce que tu crois que je vais voir que je ne sais pas déjà? Hmm. Je préfère les lycées amateurs. Ça veut dire qu'il faut qu'on cesse l'excuse de minorité pour les jeunes face à la justice? Mais qui dit ça? C'est hors de question. C'est Retailleau qui veut faire ça. Remettre en cause l'excuse de minorité et l'ordonnance de 45 sur la justice des mineurs. Certainement pas. Au moment où tu démarres dans la vie, d'envoyer des gamins en prison, c'est la pire chose qu'on puisse faire. Pour nous-mêmes, en tant que société, et pour les jeunes. Hmm. Tu sembles être détaché de ce que je vis au quotidien avec les jeunes ainsi que mes collègues. Mais va militer contre le droit de vote des jeunes, hein, vas-y. Hein. T'as le droit. Moi, j'ai le droit de pas être d'accord avec toi. Toi, visiblement, tu les supportes plus, les jeunes. Bah, écoute, t'as le droit de chercher à les empêcher au maximum de faire partie du corps démocratique. Vas-y, milite. Moi, en ce qui me concerne, je militerai pour l'inverse. Euh, Sondage est sans équivoque sur l'âge à partir duquel où le vote peut se faire. Premier sub chez Jean. J'avais pas vu le résultat du sondage. GG.
Et sur l'argument, tout à l'heure on en a parlé, vous savez, l'argument de l'endoctrinement. Les jeunes sont endoctrinés. Vous savez que c'était exactement l'argument qui était utilisé sur le droit de vote des femmes? Dans les années 20-30, quand il y avait des débats sur le droit de vote des femmes, il y avait des députés qui disaient mais si on donne le droit de vote aux femmes, elles vont voter comme leur mari. Ou alors pire, elles sont plus sensibles, parce que les femmes, vous savez, elles sont plus sensibles, et donc elles pourront se laisser endoctriner par n'importe quelle pensée qui passera par là. Voilà, ça c'était les discours qu'on entendait. C'était les discours qu'on entendait contre le droit de vote des femmes. Par le curé notamment. Ouais, notamment par le curé. Les femmes seraient plus susceptibles d'être endoctrinées par le curé, qui pourrait les inciter à voter comme ci ou comme ça, et donc ce serait indirectement donner du pouvoir à l'Église. Hmm. Euh, Alors que les partis traditionnels ne cherchent pas du tout à endoctriner les gens. Alors par ailleurs, je suis d'accord avec toi, endoctrinement, je sais pas ce que ça veut dire. Endoctrinement, je sais pas ce que ça veut dire. Il y a des idéologies, il y a des gens qui portent ces idéologies, il y a des médias, il y a des partis politiques, il y a des formations politiques, il y a des émissions, il y a des proches, des amis, la famille, etc. Enfin bref, il y a une circulation des idées. La notion d'endoctrinement qui consiste à te faire adopter des idées contre ta volonté, un peu 1984. Je trouve ça, avec la propagande, l'ancienne propagande de l'URSS, etc., de l'Amérique conquérante et tout, peut-être. Prosélytisme, ça te va mieux? Ouais, prosélytisme, c'est le zèle qui est déployé pour rallier quelqu'un à sa foi. C'est très bien le prosélytisme. Enfin, c'est très bien, je veux dire, en démocratie, ça fait partie du jeu. Le problème que j'ai, moi, c'est quand il y a des distorsions dans le marché entre les offres politiques et quand tu as un système médiatique, notamment, qui surreprésente certaines idées par rapport à d'autres. Ça me pose un problème. Il y a la notion d'imposer un modèle de pensée. Ouais, mais c'est la notion d'imposition que je questionne, tu vois. C'est la question d'imposition. Moi, en l'occurrence, je regarde pas CNews. Donc CNews m'impose rien du tout. Après, c'est peut-être trop tard pour moi. C'est peut-être raté. Je suis peut-être pas la cible. Hmm. T'es contre les impôts? Je suis contre l'imposition. Hmm. Les idées rances font vendre plus de papier. Tu fais comment pour inverser la logique financière? Ça, j'en sais rien. Il faut de la solidarité, il faut des moyens il faut des moyens, y compris publics, pour rééquilibrer les choses, des subventions à la presse indépendante. Et ensuite, c'est des mouvements de jeunesse, des mouvements culturels, des mouvements de rue, des mouvements de pensée qui viennent rafraîchir un petit peu le paysage politique. Je pense à mai 68, c'est un des exemples. Hmm. Est-ce que c'est vraiment indépendant si ça bénéficie de subventions? Ça dépend de la subvention, ça dépend du type d'aide à la presse, si c'est de l'aide à l'impression, de l'aide à, à l'envoi par la poste pour les abonnés, pour tout ce qui est en mode papier. Faut regarder, il y a des moyens de garantir l'indépendance tout en ayant de l'argent public, hein, c'est faisable. Hmm.
D'ailleurs, les médias type journaux sont financés comment? Au nombre d'impressions, les vues sur Internet, d'autres paramètres? À ma connaissance, le principal véhicule d'aide pour la presse écrite, c'est le soutien aux revenus publicitaires, aux faibles revenus publicitaires. Un média qui n'a pas assez de revenus publicitaires peut bénéficier d'une subvention pour compenser la faible recette. Donc c'est calculé selon les revenus publicitaires, qui sont eux-mêmes calculés selon le nombre de ventes. La fiscalité réduite. Ouais, il y a une fiscalité réduite, il y a une TVA assez faible sur la presse papier. Ça, c'est vrai. Ouais, ça, c'est vrai. T'as prévu quoi de tes vacances? Tu pars? J'ai encore rien prévu de mes vacances, il faut que je m'en occupe. Hmm, il faut que je prépare ça. Tu nous invites tous chez toi? Allez, on se fait un petit barbecue dans mon immeuble. Annecy, c'est pas mal. Merci Stardust. Imposer un modèle scope dans la presse, les journalistes étant les propriétaires du média, de facto, ils ne peuvent plus être instrumentalisés. Ouais, alors le problème, c'est que la scope, c'est très sympa sur le papier, mais ça n'attire absolument pas les investisseurs, donc tu as un problème de liquidité assez rapide. Pas sûr que ce soit la meilleure idée pour soutenir la presse écrite. Hmm. Par contre, encourager le modèle scope, oui, sans doute. Ça peut être intéressant. Hmm. Bon, les copains, il va falloir que j'aille préparer Backseat. Je vous rappelle que Backseat, c'est demain à 18h30. Et l'invité politique dans la deuxième partie de l'émission, ce sera le député insoumis Antoine Léaumont, qui va venir nous parler, du rapport, dont il est le rapporteur de la commission d'enquête sur l'organisation des élections. On parlera du vote des jeunes. On verra quel est son avis à lui, il nous dira. Et le before, demain, il y a un before pour préparer l'émission. Le before, il est avec le Crédit Mutuel pour parler de leur dividende sociétal. Donc le fait que le Crédit Mutuel reverse chaque année 15% de son bénéfice net à des organisations d'intérêt général, à des associations. Ils viendront nous en parler sur le plateau demain. Voilà. Merci beaucoup. Crédit Mutuel, mon premier job chez eux. Ah ouais? Trop marrant. Merci beaucoup les copains, c'était chouette. Merci d'être venus discuter. Et je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Profitez bien, bonne fin d'après-midi. À très bientôt. Salut les copains.